voyez ces matériaux solides comme l'acier mais légers comme une plume? Eh bien, ce sont les composites avancés. Des sortes de super-héros cachés dans nos avions, nos voitures de course. Mais voilà, même les super-héros ont un talon d'Achille. Et aujourd'hui, on va explorer tout leur cycle de vie, de leur création jusqu'au moment où, inévitablement, ça casse. Alors voilà, regardez ça. D'un côté, on a la perfection. L'ingénierie à son meilleur. Des couches de fibres orientées au millimètre près pour créer une structure quasi indestructible. Et de l'autre, la réalité brutale. Une défaillance. Catastrophique. C'est ça tout le paradoxe qu'on va décortiquer. Comment un truc aussi solide peut-il finir comme ça? Et surtout, qu'est-ce qu'on fait après? Allez, rentrons dans le vif du sujet. Un matériau composite, c'est quoi au juste? Imaginez un millefeuille, mais version high-tech. On empile des couches, des feuilles de fibres, pour faire ce qu'on appelle des structures stratifiées. Ou alors, on fait un sandwich. 2 couches extérieures très dures, avec un cœur tout léger. C'est ça le principe de base. Et ces matériaux, on en trouve partout, aérospatial, marine, Formule 1, même dans nos équipements de sport. Partout où la performance est la clé. Sauf que derrière cette image parfaite, il y a 2 gros problèmes. 2 énormes failles dans leur cycle de vie, le gaspillage monstrueux à la fabrication et la galère pour gérer les dégâts une fois qu'ils sont en service. Ok, on va commencer par le premier gros dossier, le gaspillage. C'est un problème qui commence bien avant que la pièce ne soit montée sur un avion ou une voiture. On parle d'une quantité de déchets absolument folle. 50%. Laissez ce chiffre résonner un instant. 50%. C'est pas une petite perte. D'après une étude de l'université McGill, c'est la proportion de matériaux qui part à la poubelle pendant la fabrication. La moitié. La moitié de ce matériau ultra cher, ultra performant, qui finit en déchets. Mais comment c'est possible? D'où vient tout ce gâchis? Eh bien, ça vient de ce qu'on appelle le pré-imprégné. Imaginez un grand rouleau de tissu en fibre de carbone, déjà enduit de résine. Une machine vient découper dedans les formes précises dont on a besoin, les plis, et les 50% de déchets, ce sont toutes les chutes, tous les petits bouts qui restent entre les formes. C'est aussi simple et aussi bête que ça. Bon, on a vu le problème à l'usine. Maintenant, sortons de là et allons voir ce qui se passe dans la vraie vie. Parce que oui, ces matériaux si solides, ils finissent par s'abîmer. Alors là, on est d'accord, le doute n'est pas vraiment permis. Quand on voit un trou pareil dans la queue d'un avion, la question n'est plus est-ce que c'est abîmé, mais plutôt comment diable on va réparer ça? Et le danger, il ne vient pas toujours des airs. Parfois, c'est beaucoup plus bête. Un petit choc avec un véhicule sur le tarmac, et voilà le résultat sur une nacelle de moteur. Ça nous rappelle une chose, être super résistant en vol ne veut pas dire être invincible au sol. Et pour bien montrer que ça ne concerne pas que les avions, voilà un bateau à grande vitesse. Le problème est le même. Que ce soit dans les airs, sur mer ou sur un circuit, là où il y a du composite, il y a un risque de casse. Mais le plus dangereux, en fait, c'est ce qui est invisible. C'est ça le vrai piège. Un petit impact, une bosse qu'on remarque à peine, peut cacher en dessous un désastre. Les couches qui se séparent. On appelle ça un délaminage. Et ça fragilise toute la structure. C'est pour ça qu'on utilise des techniques spéciales, les essais non destructifs. Pensez à une sorte d'échographie ou de radio pour matériaux qui permet de voir les dégâts cachés sans avoir à tout démonter. Ok, donc, on a trouvé un dégât. Visible ou non? Et là arrive la grande question. Le dilemme. Est-ce qu'on répare ou est-ce qu'on jette et on remplace par du neuf? En fait, tout tourne autour d'un seul mot, sécurité. La logique est assez directe. Si le dommage est juste en surface, une petite réparation cosmétique et c'est réglé. Mais si ça touche à la structure même de la pièce, là on se pose la vraie question. Est-ce qu'une réparation peut garantir une sécurité à 100%? Si la réponse est non, ou même peut-être, alors c'est simple. On ne prend aucun risque. On remplace. Et ce choix, réparer ou remplacer, on pourrait croire que c'est un truc d'ingénieur aérospatial. Mais en fait, pas du tout. C'est un dilemme qu'on retrouve dans un domaine beaucoup plus proche de nous. Eh oui, chez le dentiste, réparer un plombage ou l'arracher pour en faire un nouveau, c'est exactement la même logique. C'est fou, non? D'ailleurs, une étude dentaire a montré un truc super intéressant. Réparer un plombage, c'est souvent mieux pour garder la dent plus longtemps, c'est plus efficace. Par contre, sur le long terme, ce n'est pas forcément plus économique. Et on retrouve pile poil le même arbitrage qu'avec nos avions. L'efficacité d'un côté, le coût de l'autre. Bon, on a vu pourquoi et quand on décide de réparer. Maintenant, la question c'est comment on fait? Comment on s'y prend pour réparer de la fibre de carbone? Pour les grosses réparations, celles qui touchent la structure, il y a 2 grandes écoles, 2 philosophies qui s'opposent. D'un côté, la réparation boulonnée. De l'autre, la réparation en biseau, ou scarf repair, comme disent les pros. La méthode boulonnée, c'est un peu la méthode bourrin, si on peut dire. On enlève la partie abîmée et hop, on vient visser une plaque de renfort par-dessus. C'est rapide, ça marche bien, ça récupère la solidité. Le problème, on ajoute du poids, et pour l'aérodynamisme, c'est pas top. Efficace, mais pas très élégant.
Et à l'opposé, on a la réparation en biseau. Là, c'est de l'orfèvrerie. On vient poncer la zone abîmée, mais en créant une pente très douce, un biseau. Et ensuite, on vient reconstruire la pièce, couche après couche, en suivant cette pente. Le résultat est invisible, la surface est parfaitement lisse et la pièce retrouve ses propriétés d'origine. C'est la solution parfaite, mais c'est incroyablement compliqué et ça demande un niveau de compétence vraiment, vraiment élevé. Et justement, cette complexité, ce besoin de techniciens ultra qualifiés, tout ça nous mène tout droit vers l'avenir de la fabrication et de la réparation, l'automatisation. Regardez-moi cette bête. C'est un robot mobile qui vient se coller directement sur l'avion. Il scanne la zone au laser pour tout cartographier, il fraise la partie endommagée avec une précision dingue et il prépare tout pour le technicien. C'est comme avoir un atelier d'usinage de pointe, mais qui se déplace là où on en a besoin. Et le résultat est juste bluffant. Le FOMSA Technique, par exemple, annonce que ce genre de système réduit le temps de réparation de 60%. C'est énorme. Ça veut dire des réparations plus rapides, plus fiables et donc moins chères. L'automatisation ici ne fait pas que remplacer l'humain, elle rend possible des réparations qui avant étaient juste trop compliquées ou trop longues à faire. Finalement, du gaspillage à la fabrication jusqu'à ces robots réparateurs, le parcours des composites nous apprend quelque chose d'essentiel. La prochaine grande innovation, ce n'est peut-être pas de créer des matériaux encore plus indestructibles, mais plutôt d'apprendre à les soigner, à les guérir. La question qui reste en suspens est donc celle-ci. À mesure que nos matériaux deviennent plus intelligents, est-ce qu'on arrivera à perfectionner l'art de les guérir plutôt que de simplement les jeter et les remplacer ?